Bonjour. On va commencer, on a pris un tout petit peu de retard, mais comme nous n'aurons pas d'introduction à proprement parler, ce sera vite rattrapé. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Nous attendons encore beaucoup de monde, mais comme il est un peu tôt, j'imagine que les retardataires nous rejoindront plus tard. Alors je souhaiterais déjà remercier les partenaires du colloque. Nous avons déjà fait pas mal de remerciements hier lors de la première journée, donc je ne les renouvellerai pas tous. Hier, nous avons parlé de la solidarité européenne dans son acception juridique, économique, politique, voire philosophique. Et nous sommes arrivés à la conclusion que la solidarité, qui était à la fois le fondement et la condition du projet européen, est aujourd'hui non seulement menacée, mais également présente un vrai défi, un vrai enjeu pour la construction européenne. On a l'impression qu'on est à un tournant aujourd'hui, et les prochaines élections européennes le confirmeront sans doute. Et ce tournant, aujourd'hui, nécessite d'être vraiment abordé par tous, que ce soit des académiciens, que ce soit les experts qui travaillent dans l'Union européenne, que ce soit les journalistes, les politiques. C'est une cause que nous devons tous relever ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer la deuxième journée de ce colloque aux défis à proprement parler que doit relever l'Union européenne. Ces défis qui sont en fait des projets qui peuvent ranimer le désir, la volonté de solidarité, la volonté de faire ensemble, de faire l'Europe, d'aller plus loin ensemble. Donc nous allons commencer par une première table ronde sur l'enjeu de l'harmonisation sociale et fiscale de l'Union européenne. Est-ce que c'est un bon moyen de ranimer le désir de solidarité ou non ? Ensuite, nous interviendrons sur la question de la défense et de la politique extérieure commune de l'Union européenne pour parler de la solidarité dans l'adversité. Est-ce que la peur de l'autre, l'adversité, les projets communs peuvent nous faire travailler ensemble ? Et enfin, nous parlerons de la gestion de la crise migratoire comme enjeu de long terme pour la solidarité européenne. Et maintenant, je laisse la parole à la première table ronde. Merci. Alors, je commence par me présenter. Véronique Auger, je suis rédactrice en chef de l'émission Avenue de l'Europe sur France 3, qui est probablement l'une des seules à parler, enfin pas quotidiennement malheureusement, mais régulièrement d'Europe à la télévision. Merci beaucoup Joséphine. Nous allons donc débattre autour de la question suivante. Une harmonisation sociale et fiscale constituerait-elle une solution au manque de solidarité ? Pour débattre, nous avons d'abord, complètement à ma gauche, Gaëtan Nicodème, qui est chef d'unité à la Commission européenne à la Direction générale des taxes et fiscalité de l'Union. Christian Saint-Étienne, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM et conseiller de Paris UDI. Et à ma droite, tout ça sans aucune connotation, à ma droite, Sofia Fernandez, chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Joséphine parlait de peut-être rendre le désir d'Europe à travers la fiscalité. Je ne vois pas comment la fiscalité peut entraîner un désir, mais peut-être que quelqu'un pourra me l'expliquer. En revanche, je pense que là, nous sommes vraiment au cœur du sujet européen. Au cœur du sujet qui nous intéresse, à savoir relancer la solidarité. Pourquoi ? Parce que je pense que la première fois qu'on s'est rendu compte en Europe du manque de solidarité entre les Européens, ça a été pendant la crise de la zone euro. En réalité, la zone euro est construite à l'inverse a été construite à l'inverse de la solidarité, puisque l'une de ses devises, c'était no bail-out. C'était exactement l'inverse de ce que pourrait être la solidarité. Et même si après, les Européens ont donné des milliards d'euros ou prêté des milliards d'euros à la Grèce, à l'Irlande, à l'Espagne, eh bien, ce qu'on a noté, c'était surtout au départ, et c'est ça qui malheureusement est ancré dans les esprits et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de manque de solidarité, eh bien, ce qu'on a noté, c'était qu'il n'y avait absolument pas de solidarité dès le début, pas de fonds monétaire européen, pas d'union bancaire qui depuis maintenant commence à exister. Alors, où est-ce qu'on en est de l'harmonisation fiscale et quelle est la position de la Commission par rapport à ça ? Eh bien, je vais vous laisser la parole. Gaëtan Nicodème, oui, ça marche. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. Merci pour l'invitation. Je pense que effectivement, c'est un sujet qui est à la fois d'une importance extrême, les questions de fiscalité, les questions de solidarité en Europe, et aussi un sujet, je trouve, lorsque j'ai des discussions avec un certain nombre de personnes, qui est assez mal connu du grand public. En tout cas, au niveau européen, il y a très peu, je trouve, de faibles connaissances sur quel est le rôle de l'Union européenne, que fait-elle, que fait la Commission dans ce domaine. Alors effectivement, peut-être deux petites remarques avant de commencer. La première, c'est qu'effectivement, je suis le responsable de l'unité d'analyse économique dans la Direction générale fiscalité et union douanière. Et donc, de cette perspective-là, j'aurai l'approche, disons, d'un économiste sur ces sujets-là. Le deuxième, c'est que je suis francophone, mais pas de France. Et donc, si de temps en temps je parle belge, vous ferez la traduction vous-même. Normalement, ça devrait aller. Et c'est aussi la première fois que je reviens en France depuis la Coupe du Monde, donc vous comprenez que ce n'est pas toujours facile. Alors, au niveau de... Ce que je souhaitais faire aujourd'hui avec vous ce matin, c'est de brosser un panorama du rôle de l'Union européenne en matière de fiscalité. Quels sont les grands changements auxquels on doit s'attendre dans les prochaines années? Comment cette fiscalité peut aider aux questions sociales et questions de solidarité entre les citoyens européens? Et que fait la Commission à cet égard? Alors, le point de départ central, je pense, c'est de prendre en compte le fait que la fiscalité, à l'instar de beaucoup de questions sociales, reste une des politiques qui est soumise à la règle de l'unanimité. Vous savez que dans la plupart des décisions législatives européennes, nous avons le Parlement et le Conseil qui agissent en matière donc une codécision, et souvent à la majorité qualifiée. En matière de fiscalité, nous avons toujours dans les traités la règle de l'unanimité, c'est-à-dire que le Parlement est consulté, mais c'est le Conseil qui, à l'unanimité, décide, et donc il faut toujours l'accord des 28 États membres pour adopter des mesures législatives. Également, nos décisions doivent être basées sur le traité, donc il faut toujours une base légale qui doit être là. Donc on demande parfois à la Commission, veuillez agir dans tel ou tel domaine. Pour ce faire, il faut une base légale dans le traité pour qu'on puisse mettre en place une politique législative. Ceci dit, ce sont des contraintes qui sont parfois un peu difficiles, mais qui, disons, n'ont pas empêché récemment l'adoption d'un certain nombre d'initiatives, notamment en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale en Europe, et j'y reviendrai prochainement. Alors, cette question d'unanimité et de désir des États membres de garder la subsidiarité, elle peut s'expliquer par aussi de grandes différences en matière de préférences sociales au sein des États membres. L'approche entre différents États membres de ce que doit être le rôle de l'impôt dans la société, vers quel degré de redistribution doit-on tendre, les questions de où placer les dépenses, quel est le mix de dépenses, quelles sont les dépenses sociales. Eh bien, on a une grande diversité en matière d'États membres. Et je pense que là, c'est aussi également une contrainte qu'on doit prendre en compte. Alors, quelles sont les réalités sociales aujourd'hui? Les réalités sociales sont celles d'abord d'une certaine inégalité en matière de revenus. Vous avez dans les barres, dans ce graphique, les barres qui sont ce qu'on appelle le coefficient de Gini, c'est-à-dire une mesure du degré d'inégalité des revenus. On voit qu'elles sont assez élevées, mais également assez diverses au sein des États membres. Et puis, les petits triangles, c'est le pourcentage de la population qui est à risque de pauvreté, c'est-à-dire qui est en dessous d'un certain seuil de revenus. Et là aussi, on voit que c'est assez élevé, hein, c'est au-dessus, me semble-t-il, de 10% dans l'ensemble des pays, parfois beaucoup plus, et aussi une grande diversité. Alors, inégalité en matière de revenus, inégalité encore plus grande en matière de richesse. On voit notamment, et ça a été, je pense, l'apport des travaux d'un certain nombre d'économistes tels que Piketty, par exemple, c'est de faire un peu le bilan de ces inégalités et de la façon dont elles ont évolué. Inégalité des revenus, inégalité des richesses, donc du stock du patrimoine, qui est encore plus marquée.
Également, une faible mobilité sociale, c'est-à-dire que et qui est liée aux inégalités. Donc plus une société est inégale, plus il y a une faible mobilité sociale. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît dans une famille, disons, à faible revenu, eh ben, aura une probabilité plus grande de rester dans une famille à faible revenu, et inversement s'il naît dans une famille à plus haut revenu. Un marché du travail qui est également difficile pour un certain nombre de travailleurs, et notamment les travailleurs vulnérables. On a un taux d'emploi pour un certain nombre de catégories de la population qui est beaucoup plus faible que la moyenne, notamment, toujours malheureusement, le taux d'emploi des femmes par rapport au taux d'emploi des hommes, mais encore plus marqué, le taux d'emploi des travailleurs qui sont des travailleurs, disons, moins éduqués, donc avec un plus faible niveau d'enseignement. Tout ça contribue effectivement à la croissance et à la persistance des inégalités. Alors il y a un certain nombre de grands changements structurels, je dirais, auxquels on va faire face on a commencé déjà à faire face depuis quelques années, mais qui vont être là pour s'accentuer. D'abord, c'est la mondialisation, un nombre accru d'échanges, d'ouverture au monde extérieur, avec un certain nombre de flux qui vont être un flux de capitaux, flux de travailleurs, flux de biens et de services. Il y a également la digitalisation de l'économie. On sait qu'on va faire face à de grands défis, notamment en matière de robotisation, en matière d'intelligence artificielle, qui vont avoir un impact sur un certain nombre d'emplois qui pourraient être amenés, si pas à disparaître, en tout cas à être modifiés dans leur contenu. Vieillissement de la population, qui est déjà là depuis quelques années, mais qui va aller en s'accentuant. Avec également la perspective peut-être de progrès scientifiques qui vont faire qu'on pourrait avoir des sauts structurels. C'est une possibilité, en tout cas, qu'un certain nombre de spécialistes avancent, sauts en matière d'espérance de vie, avec la possibilité, selon certains auteurs, de vivre beaucoup plus longtemps que ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis des mutations au niveau du travail. Je pense notamment à des changements de relations contractuelles avec, on voit, ce qu'on appelle un peu vulgairement l'ubérisation de la société, c'est-à-dire un changement dans les types de contrats où on va passer de statuts aujourd'hui plus d'employés vers des statuts peut-être plus de freelance ou je perds mes mots en français, d'indépendants qui travailleront à la demande, si on veut, pour un certain nombre d'entreprises. Alors, quelles sont les conséquences pour la fiscalité ? On va avoir effectivement une mobilité des facteurs de production qui vont accroître effectivement la difficulté à les taxer, la difficulté à les imposer, parce qu'ils seront beaucoup plus mobiles. Ils pourront se bouger de plus en plus facilement entre différents endroits. On connaît ça aujourd'hui de façon assez accrue pour le capital, et dans une certaine mesure pour la fiscalité des sociétés. On commence à voir ça également pour certaines catégories de travailleurs, et dans le futur, ceci est appelé probablement aussi à s'accroître. Le vieillissement va avoir un impact sur nos dépenses sociales. Il y aura effectivement une conséquence à ce niveau-là. Probablement aussi une question de partage entre générations. Je pense qu'une des critiques que l'on entend souvent aujourd'hui, ce sont des adultes qui, peut-être pour la première fois dans l'histoire, disent « je crains que mes enfants soient dans une situation plus compliquée, avec moins de perspectives que ma propre situation », ce qui est assez dramatique au niveau d'une société, et peut-être un risque d'une division générationnelle. Cette mobilité peut aussi accroître les abus fiscaux. C'est effectivement un certain nombre de politiques qui sont au cœur, donc la lutte contre ces abus fiscaux est au cœur de la politique de la Commission européenne. Et puis la question du financement des dépenses publiques et via quel mix fiscal. Si nous avions un vieillissement de la population, si nous avons une robotisation, un rôle accru de l'intelligence artificielle, il est probable ou il est possible que la part du facteur travail, la part de la fiscalité sur le travail, dans le financement total pourrait diminuer. La question est évidemment au profit de quels autres types de fiscalité.
Alors comment l'améliorer? Eh bien, et comment la fiscalité peut jouer à l'amélioration du marché du travail? Eh bien, tout d'abord, il y a une question d'incitant. La fiscalité peut être utilisée non seulement pour de la redistribution, mais également pour des incitants positifs ou incitants négatifs. Incitant négatif, c'est par exemple la lutte contre la production de CO2, par exemple, où on essaye on pourrait taxer le CO2 pour diminuer la pollution. Ici, on parle d'incitants, c'est-à-dire avoir des diminutions, et on voit ça dans plusieurs États membres depuis certainement un certain nombre d'années, disons depuis le milieu des années 90, c'est des diminutions de fiscalité sur les travailleurs, mais qui sont ciblées sur les plus bas revenus, puisque ce sont eux qui sont le plus réactifs à cette question de fiscalité, c'est-à-dire rendre le travail attractif. C'est également atténuer les inégalités. On voit dans un certain nombre d'États membres une question d'augmentation, par exemple, de la progressivité de l'impôt des personnes physiques. Ils ont un débat sur comment taxer l'épargne par rapport aux facteurs travail. C'est également accroître la mobilité sociale. Il y a effectivement une nécessité d'aider à la formation, à l'éducation permanente et un recours à l'éducation et aux soins de santé. Et puis, c'est assurer le respect des obligations fiscales. C'est veiller à ce que chacun paye sa juste part de l'impôt. Et c'est combattre l'évasion et la fraude fiscale. Et là, on voit effectivement, disons, un désir accru des États membres d'adresser ces questions. Alors, que fait l'Union européenne? Eh bien, l'Union européenne, dans ces domaines, elle peut faire à la fois des mesures législatives, c'est-à-dire émettre des directives qui seront ensuite adoptées par les États membres et qui s'appliqueront à eux-mêmes. Et puis, il y a toutes les mesures que l'on dit non législatives et qui sont ce qu'on appelle dans le jargon européen le soft law, c'est-à-dire les incitants, c'est-à-dire des recommandations aux États membres. Alors, en matière de mesures législatives, on a eu, en matière de fiscalité, un nombre important de mesures qui ont été prises au cours de ces dernières années. Il y a eu une accélération du processus qui a été liée à la fois à la crise, qui a été liée à la révélation d'un certain nombre de scandales, et puis une opinion publique qui effectivement est de moins en moins, disons, ou de plus en plus alerte, disons, par rapport à ces questions. Et on a à la fois émis des mesures législatives en accord également avec les débats qui ont été pris à l'OCDE sur des questions de lutte contre l'évasion fiscale, et notamment un certain nombre de mesures anti-abus au niveau des entreprises, pour éviter qu'il y ait cette possibilité de transfert artificiel de profits entre pays. C'est-à-dire qu'une entreprise pourrait dire, au sein de mon groupe, je souhaite localiser, faire apparaître mes profits dans les pays où la fiscalité est la plus faible. Il y a un certain nombre de techniques qui existent pour faire cela. Et donc là, on a émis un certain nombre de législations qui ont été adoptées par les États membres pour lutter contre ces pratiques. Et puis également des questions de transparence fiscale, notamment des échanges d'informations entre autorités fiscales, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Transparence également pour les intermédiaires, avec une obligation, si vous êtes conseiller fiscal, une entreprise qui fait du conseil fiscal, de notifier, par exemple, aux autorités fiscales la stratégie que vous avez mise en œuvre. Tout ça concourt à la plus grande transparence. Et puis ce qu'on appelle en français l'AXIS, c'est une proposition qui est toujours sur la table du Conseil, qui est l'harmonisation au niveau de l'Europe de l'assiette fiscale, c'est-à-dire la façon dont on va calculer pour les entreprises quelle est l'assiette sur laquelle chaque État va ensuite pouvoir lever l'impôt. Et puis, dernière proposition, c'est le paquet digital qui a été introduit, présenté par la Commission au mois de mars de cette année. Nous avons un système de fiscalité internationale des entreprises qui va bientôt fêter ses 90 ans, qui a été créé par la Ligue des Nations en 1928 et qui était basé sur un certain nombre de concepts, dont un concept important qui est qu'un État ne peut imposer une entreprise que si elle a une présence physique sur son territoire, soit via une filiale, soit via un établissement permanent, c'est-à-dire une branche, un bureau, et ce bureau peut être un centre de tri, un centre de distribution, etc. Et il y a un certain nombre de règles qui sont liées à ça.
Évidemment, lorsqu'on entre dans une économie digitale, ce qui n'était pas du tout le cas, vous vous rendez compte, en 1928, on fait face à d'autres challenges, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui peuvent avoir des activités dans votre pays sans avoir de présence physique et qui en plus, il y a un changement au niveau de la création de valeur. C'est-à-dire qu'avant, la création de valeur se faisait au sein de l'entreprise dans des questions, je dirais, de fabrication, etc. Aujourd'hui, on utilise vos données pour pouvoir faire un certain nombre de choses en matière de marketing et autres. Alors, des choses qui se font aussi au sein des questions, je dirais, de questions sociales, mais ça, je suis moins expert, donc je laisserai peut-être aux deux autres intervenants par souci de temps et dans le débat. Et puis, peut-être pour terminer, des mesures non législatives, notamment au sein d'un exercice qu'on appelle le semestre européen, qui est un processus annuel de recommandations politiques et économiques aux États membres. C'est-à-dire que la Commission va remettre un rapport pays. C'est une analyse des questions économiques dans un pays. Il va y avoir un dialogue avec chacun des États membres sur ce rapport et la Commission va ensuite émettre un certain nombre de recommandations sur, par exemple, des questions de redistribution, questions d'inégalité, questions du marché du travail. Et dans ce domaine, il y a un certain nombre de recommandations qui sont liées à la nécessité de prendre en compte, lorsque l'on fait des réformes fiscales, de prendre en compte les questions sociales. Et je terminerai par ceci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous allons aborder maintenant toute la question d'harmonisation sociale. Le social, Madame Fernandez, ne faisait pas partie je dirais, du périmètre de la Commission européenne et de l'Union européenne. Mais les choses sont en train de changer. Bonjour, merci. Bonjour à tous, merci pour cette invitation à échanger avec vous aujourd'hui sur ces questions qui nous sont chères à l'Institut Jacques Delors, des enjeux de solidarité et d'Europe sociale, dans mon cas particulier. Je sais que vous avez déjà beaucoup parlé de solidarité hier, mais j'aimerais prendre comme point de départ, avant d'en venir aux actions concrètes, aux priorités d'action dans le domaine de l'Europe sociale, de revenir à la question de départ. Une solidarité européenne est-elle encore possible? Est-ce que l'harmonisation sociale peut être la solution à ce manque de solidarité? Je commence peut-être par la réponse, et vous vous en douterez, vu l'introduction que je viens de faire par rapport à la référence à Jacques Delors et à ces enjeux qui nous sont chers de l'Europe sociale. Je dirais oui, l'Europe sociale doit faire partie de la réponse pour recréer les conditions d'une solidarité en Europe. Je n'aime pas parler d'harmonisation sociale parce que je ne pense pas que ce soit un objectif réalisable à court moyen terme, et je pense qu'il faut soigner ces mots aussi par rapport aux attentes qu'on peut créer chez les citoyens. Donc je préfère parler d'une convergence sociale ou d'une Europe plus sociale. Et ayant dit cela, je dis que c'est important pour recréer les conditions d'une solidarité, mais mon premier point sera d'essayer de clarifier qu'est-ce qu'on entend par cette solidarité, quel type de solidarité voulons-nous recréer en Europe, quel a été le moteur de cette solidarité, le début de l'intégration européenne. Comme vous le disiez, effectivement, l'Europe sociale n'était pas à la base une priorité dans le projet européen, d'intégration européenne. Troisième point, pourquoi je défends que l'Europe sociale peut contribuer à recréer les conditions d'une solidarité européenne. Et dernier point, quelles sont les priorités d'action pour une Europe plus sociale. Donc comme je disais, le premier point, quelle solidarité voulons-nous recréer? Je pense que c'est important de le clarifier. On avait travaillé sur ces enjeux de solidarité il y a quelques années à l'Institut Jacques Delors et on avait essayé de définir cette solidarité. On retrouve dans le traité la référence à la solidarité comme un principe, une valeur de l'Union européenne, mais la solidarité est avant tout un moyen pour atteindre un objectif. Et cette solidarité, elle peut être dirigée par différentes motivations, si on peut le dire ainsi. D'une part, est-ce qu'on a une solidarité qui peut être dirigée par les enjeux de générosité,
envers l'autre, ce que Durkheim appelle une solidarité mécanique qui peut se vérifier quand on a un groupe, une société qui est suffisamment homogène et qui partage des valeurs communes. On peut donc retrouver cette solidarité basée sur la générosité. Je ne dis pas que cette solidarité n'existe pas dans l'Union européenne, mais je ne pense pas que ce soit la solidarité d'une part qui soit la plus importante, et surtout ce type de solidarité qu'on puisse recréer aujourd'hui compte tenu des divergences entre les pays, que ce soit économiques, sociales et surtout dans le contexte actuel, les divergences politiques. Et donc pour reprendre la définition de Durkheim, si on ne vise pas cette solidarité mécanique, ou si on pense qu'elle est difficilement atteignable dans l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, on a alors ce qu'on appelle une solidarité organique qui peut être motivée par qui peut répondre à deux logiques en fait. Cette solidarité mécanique qui est liée par l'interdépendance des membres d'un groupe, ce qui est le cas dans l'Union européenne, elle peut être basée sur une logique assurantielle. C'est-à-dire, je suis solidaire envers l'autre parce que je sais qu'à un moment donné, l'autre sera solidaire envers moi. C'est un type de solidarité qui existe dans l'Union européenne. Je pense par exemple au Fonds européen de solidarité qui aide les pays qui font face à des situations de catastrophes, grandes catastrophes naturelles. Ce fonds peut bénéficier à tout moment à n'importe quel pays de l'Union européenne. Il y a une logique assurantielle. Mais cette solidarité, elle peut aussi être dirigée par un intérêt commun. Et je pense, donc c'est ce troisième type de solidarité, je pense que c'est cette solidarité qui caractérise le mieux le projet européen et qu'on peut essayer de recréer aujourd'hui. Cette solidarité basée sur un intérêt commun, je suis solidaire avec l'autre parce que c'est dans mon intérêt d'être solidaire avec l'autre. Il y a un intérêt personnel dans cette solidarité et aussi un intérêt commun partagé par tous les membres de ce groupe. Vous parliez au début de la situation de la Grèce. Bien sûr, on peut dire que les pays européens ont été solidaires envers la Grèce. La Grèce a été sauvée d'une situation d'un risque de faillite. Ce n'était pas une solidarité sans contrepartie. Il y avait un volet responsabilité attaché à cette solidarité et c'était une solidarité basée sur l'intérêt personnel éclairé, c'est-à-dire qu'on a sauvé la Grèce, on a hésité et quand les pays ont décidé de franchir le cap, de créer un instrument financier pour aider la Grèce, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la Grèce fait partie de la monnaie, la zone euro, on partage tous une monnaie commune et la faillite de la Grèce aurait eu un impact négatif sur les autres économies européennes, sur le système bancaire européen et aurait pu entraîner un effet domino sur d'autres économies européennes. Donc il y avait un intérêt partagé, ce n'était pas seulement de la générosité envers les Grecs. Donc c'est cette solidarité basée sur l'intérêt commun. Et donc si on part de ce point de départ, quel a été cet intérêt commun des Européens pour être solidaires envers les uns les autres depuis le début de l'intégration européenne? Je pense que le principal moteur, après, comme je disais, il ne faut pas oublier que la solidarité, et je vais éviter un peu les raccourcis, même si je sais qu'inévitablement je peux en faire, la solidarité est un principe, une valeur de l'Union européenne, mais n'empêche que quand on analyse l'histoire de l'intégration européenne, on voit que le développement de cette solidarité est très lié à l'intégration économique. Au début de l'intégration européenne en 1957, la priorité d'action au niveau européen, c'est la libéralisation économique, la création d'un marché commun, et il y a une répartition des tâches implicites entre l'Union, entre la communauté, ce qui est la compétence de la communauté et la compétence des États. Au niveau européen, on va libéraliser, ouvrir les marchés, créer une libre circulation des travailleurs, des biens, services, capitaux. Et au niveau européen, on garde la responsabilité de la protection sociale et implicitement, on se dit si avec ce marché, on va renforcer les conditions de la croissance, on va renforcer les potentiels de croissance en Europe et ces gains de croissance permettront de renforcer la capacité de redistribution au niveau national. Disons que c'est une solidarité indirecte, même s'il y avait déjà des instruments dès 1957, je pense par exemple au Fonds social européen. Mais au fil de l'intégration européenne, on voit que cette répartition des tâches entre le niveau européen et le niveau national montre ses limites. C'est tenable dans les 30 glorieuses. À partir des années 80,
la crise mondiale, cela devient plus compliqué. Et dans les années 80, il y a deux nouveaux défis qui se présentent. D'une part, on fixe un objectif de renforcer l'intégration économique avec l'objectif 92 de création d'un marché unique en Europe. Et aussi, on a un accroissement des divergences, un accroissement des différences de niveau de vie au sein de la communauté, puisqu'on accueille dans les années 80 3 pays dont le niveau de vie est inférieur à la moyenne de l'Union européenne, la Grèce, le Portugal et l'Espagne. Et c'est dans les années 80, par exemple avec l'acte unique européen, que la cohésion économique, sociale et territoriale devient un objectif de l'Union européenne. Ça se décline par un ensemble de mesures qui vont renforcer cette solidarité qui est, comme je le disais tout à l'heure, liée à l'intégration économique, tout simplement parce que, certes, on accueille des pays qui sont moins développés, on veut aider ces pays, mais on veut les aider parce qu'ils font partie de ce marché commun et on sait qu'il faut aider à la cohésion entre les pays, pour la cohésion économique et sociale, pour le bon fonctionnement de ce marché unique. Jacques Delors rappelle souvent, quand il y a eu ces élargissements dans les années 80, on a créé des nouveaux instruments de solidarité pour aider ces pays. Le fonds de cohésion, avec le paquet de l'or 1, le paquet de l'or 2. Mais il rappelle, on a aussi créé un instrument budgétaire pour aider les pays qui étaient déjà dans la communauté à faire face aux changements qui allaient provoquer l'adhésion de ces pays moins développés au sein de la communauté. Il parle des programmes intégrés méditerranéens pour aider les régions du Sud, les moins développées de la communauté à l'époque. Et ce qu'on a vu depuis, c'est que l'intégration économique s'est poursuivie avec la création de la monnaie commune. L'élargissement de l'Europe a continué avec les élargissements dans les années 2000. L'Europe est devenue, les écarts entre le niveau de vie, les salaires, les normes sociales des pays se sont accrues avec ces élargissements aux pays d'Europe centrale et de l'Est. Et on se retrouve face à un paradoxe qui est que, alors que la solidarité est devenue plus nécessaire que jamais face à ces divergences qui existent, qui existe depuis l'adhésion de ces pays à l'Union européenne, elle est devenue aussi plus difficile à atteindre, puisque ces mêmes divergences rendent plus difficile l'exercice de cette solidarité. Mais Jacques Delors souligne souvent l'erreur qu'on a pu faire dans le passé, c'est que ce qui a été fait pour la création du marché unique et l'adhésion des pays d'Europe méditerranéenne dans les années 80, on ne l'a pas fait après dans les années 90 et dans les années 2000 pour l'élargissement aux pays d'Europe de l'Est et la création de la monnaie commune. C'est-à-dire qu'on a créé une monnaie commune, on a renforcé l'intégration économique entre certains pays de l'Union par le partage d'une monnaie commune, sans adopter en parallèle de nouveaux instruments de solidarité. Il disait en 2013 dans un discours, on aurait dû créer un fonds de cohésion pour la zone euro, donc un nouveau fonds pour effectivement accompagner cette monnaie commune. Et on sait d'ailleurs que le fonds de cohésion a été créé aussi pour accompagner à l'adhésion à la monnaie commune, mais après, à partir du moment où les pays étaient dans la monnaie commune, il n'y avait pas un instrument spécial pour les États de la zone euro. Et aussi pour l'adhésion des pays d'Europe centrale et de l'Est, il dit on n'a pas fait aussi ce qu'on a fait dans les années 80 avec la création d'un nouvel instrument de solidarité pour accompagner les pays qui étaient déjà dans l'Union européenne et allaient subir une concurrence de ces pays. Donc, pour en venir, mon point, c'est que du coup, cette solidarité, elle a été très liée, le renforcement de la solidarité au fil de l'intégration européenne, à cette intégration économique et aux élargissements, même si on a vu qu'on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on aurait dû faire. Et je pense que c'est aujourd'hui une des causes des difficultés qu'on rencontre. Donc, pourquoi je dis que l'Europe sociale peut permettre de créer les conditions de cette solidarité ? Parce que je disais, il y a cette solidarité qui était guidée par un intérêt commun, l'intégration économique et les mesures d'accompagnement qui doivent suivre. Mais aujourd'hui, et Habermas le disait il y a quelques années, il faut qu'on partage. Ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est d'avoir un objectif partagé entre les pays, quelque chose qui guide l'action européenne.
peut parler de la paix, du progrès, de la croissance économique, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour créer une dynamique. Il disait, cet objectif partagé, il faut que ça devrait être la préservation du mode de vie européen face aux pressions, aux nouveaux défis auxquels l'économie européenne fait face, notamment le défi de la mondialisation. Donc c'est la défense de ce mode de vie européen. Bien sûr, encore faut-il être capable de le définir, mais il attachait ce mode de vie européen au modèle social européen, à certaines priorités qui sont communes. Il n'y a pas un seul modèle social, il y a différents États-providence nationaux en Europe, mais on peut identifier certaines caractéristiques communes. Pascal Lamy dit souvent, quand on regarde entre nous, on voit les différences, mais si on prend du recul et qu'on compare l'Europe aux États-Unis, à la Chine, au Japon, aux autres puissances économiques mondiales, on voit les similitudes. Et une des caractéristiques de ce modèle social européen est l'intolérance plus forte des Européens aux inégalités. Donc, d'une part, cette solidarité, elle peut être recréée si on se fixe un objectif commun. Et à mon sens, cet objectif de préserver le modèle social européen, ce qui rejoint un peu des fois les appels pour une Europe qui protège, qui préserve un mode de vie auquel les citoyens sont attachés, ça peut créer une nouvelle dynamique. Mais l'Europe sociale, elle fait aussi partie de la réponse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un ensemble de défis qui minent les conditions de cette solidarité en Europe, qui sont liées à des enjeux sociaux. Je pense par exemple tout ce qui est les enjeux de libre circulation des travailleurs et les enjeux de concurrence sociale. Si on se rappelle de la campagne avant le référendum au Royaume-Uni pour le maintien ou pas du Royaume-Uni dans l'Union européenne, on se rappelle facilement qu'un des principaux enjeux était les enjeux de libre circulation des travailleurs, avec une partie des décideurs, des politiciens, une partie de la population qui avait ce sentiment qu'il y avait une concurrence, une ouverture du marché du travail au Royaume-Uni qui menait à un accès, à un certain tourisme aux prestations sociales des travailleurs, un certain sentiment d'injustice que ces travailleurs aient accès aux prestations sociales dans les mêmes conditions que les citoyens nationaux. Pourquoi ? Tout simplement, il y a eu une forte augmentation de la mobilité intra-européenne avec l'adhésion de ces pays, qui est en partie liée aux différences de niveau de vie entre les pays. Pour vous donner un chiffre, l'écart entre le salaire minimum du pays où le salaire minimum était le plus élevé et le moins élevé dans l'Union européenne en 1996, j'ai cette date en référence comme référence parce que c'est la date où a été adoptée la directive sur les travailleurs détachés, l'écart était de 1 pour 3. Avec l'adhésion des pays d'Europe centrale et de l'Est en 2004 après 2007, l'écart est passé de 1 à 3 à 1 à 10 entre le salaire minimum au Luxembourg et en Bulgarie. Donc il y a des enjeux. Au Royaume-Uni, on a vu que c'était un enjeu. En France aussi, on a vu pendant la campagne présidentielle, quand on parlait d'Europe, c'était presque inévitable de parler des travailleurs détachés, de cette concurrence sociale qu'on a le sentiment de subir. Dans d'autres pays, il y a d'autres types de débats, mais je pense en Autriche, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ces débats sur l'accès aux prestations sociales, l'accès aux allocations familiales, cette volonté du gouvernement de conditionner, restreindre, voilà, ou de conditionner le montant des allocations familiales qui sont octroyées aux travailleurs européens qui travaillent en Autriche mais dont les enfants résident dans un autre pays, de les conditionner au niveau de vie de ce pays. C'était un débat déjà dans le cas du Royaume-Uni. L'Autriche en a profité puisque le Royaume-Uni avait eu un accord là-dessus, l'indexation, excusez-moi le mot qui me manquait, le Royaume-Uni avait eu cet accord pour l'indexation des allocations familiales au pays de résidence de l'enfant. L'Autriche s'en est saisie et a fait fortement pression pour avoir le droit d'indexer ses allocations familiales. On pourrait dire oui, mais l'Autriche, on peut comprendre vu le gouvernement aujourd'hui en place, mais ce n'est pas seulement l'Autriche, et ça venait déjà du gouvernement précédent. Il y a aussi l'Allemagne où il y a eu des députés au Parlement européen allemands qui ont défendu cela. Et donc on voit bien sûr qu'il y a ces enjeux, liés à l'Europe sociale, à un sentiment de concurrence sociale,
social, à une volonté pour les citoyens de voir une Europe qui leur apporte des bénéfices dans leur quotidien. Donc on voit que ça doit faire partie de la réponse si on veut créer les conditions pour une solidarité retrouvée en Europe. Ce n'est pas la seule réponse. Par exemple, on parle aussi dans ce panel des enjeux de convergence fiscale. Je pense que c'est aussi fondamental d'évoluer, de progresser sur ces chantiers, puisque quand on parle aussi de l'avenir du modèle social européen, il y a naturellement un enjeu de financement de ce modèle social européen, et donc il faut qu'on arrête d'avoir des situations où il y a des pertes de recettes dans chaque pays, parce qu'il y a une concurrence entre les pays pour attirer les entreprises et notamment tirer vers le bas l'impôt sur les sociétés. Mon dernier point, du coup, à partir de ça, donc oui, l'Europe sociale peut être un projet porteur pour recréer les conditions de cette solidarité, mais ça veut dire quoi une Europe sociale, ou quelles sont les priorités pour cette convergence sociale? Ça a été mentionné, le socle européen des droits sociaux. Jean-Claude Juncker, quand il est arrivé à la tête de la Commission européenne, ou avant même d'arriver à la tête de la Commission européenne, son premier discours au Parlement européen, il a fixé un cap, il a dit « Je veux une Europe sociale notée AAA », en référence aux agences de notation qui notent la dette des États, une Europe sociale notée AAA. Et il est certain que depuis que Jean-Claude Juncker est arrivé à la tête de la Commission européenne, on a eu un ensemble d'initiatives qui ont permis de renforcer ce volet social de l'Union européenne. Mais si cette impulsion donnée par la Commission est importante, est indispensable, sans cette impulsion, on n'aura pas une Europe plus sociale. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Dans le social, on reste le plus souvent sur des compétences nationales. Donc, s'il n'y a pas une volonté aussi partagée par les États de renforcer cette dimension sociale du projet européen, la dynamique créée par la Commission ne sera pas suffisante. Je dis cela pourquoi? Parce que voilà, on a eu un ensemble d'initiatives liées aux enjeux de libre circulation avec la révision de la directive sur les travailleurs détachés, d'autres initiatives, mais la principale initiative était l'adoption de ce socle européen des droits sociaux. Un socle, ce socle, il est composé par 20 principes liés, par exemple, à l'accès au marché du travail, aux conditions de travail, à la protection sociale. Il prévoit des principes tels que, par exemple, un accès à un système de santé de qualité pour tous, un système d'éducation de qualité pour tous, un principe lié au revenu, à un revenu minimum dans chaque pays, à un salaire minimum qui permet de vivre dignement dans chaque pays. C'est très bien, ce sont des principes. En soi, ce ne sont pas ces principes qui vont avoir un impact sur la vie des citoyens, c'est un point de départ et maintenant il faut que ces principes qui sont prévus dans le socle soient traduits en réalisation concrète par l'UE, mais aussi par les citoyens. Par les États membres. Au niveau européen, comment on peut traduire ce socle en initiatives concrètes par les instruments dont l'Union européenne dispose dans le domaine social, que ce soit les financements, la législation, mais aussi les initiatives de coordination. Souvent, on sous-estime un peu ces initiatives de coordination parce que on entend, voilà, c'est vrai que tout ce qui est méthode ouverte de coordination, ça a ses limites, naturellement. C'est beaucoup moins contraignant que quand on a dans le volet budgétaire une menace de sanctions financières, des règles et des menaces une contrainte liée à des sanctions financières qui peuvent être imposées. Au niveau social, on a une législation, un acquis social avec un ensemble de législations dans le domaine social. Mais il y a aussi tous les enjeux de coordination. Je donne un exemple. L'Union européenne a lancé il y a quelques années la garantie jeunesse. C'est un principe en soi qui prévoit qu'un jeune de moins de 25 ans ne peut pas rester plus de 4 mois sans offre d'emploi, de stage ou de formation de qualité. C'est un principe qui doit être traduit au niveau de chaque État membre. Et l'Union européenne a alloué un budget, 6 milliards d'euros, l'initiative européenne pour l'emploi, 6 milliards d'euros pour aider les pays, en particulier les pays où le chômage des jeunes est le plus élevé, pour mettre en place cette garantie, ce principe. Mais bien sûr, ce principe, il ne deviendra une réalité que si les États membres s'en approprient. Et j'ai cité cet exemple parce qu'on a vu récemment dans le cadre du plan pauvreté, le président annoncer qu'aujourd'hui il y a 100 000 jeunes concernés par cette garantie jeune en France et l'objectif est d'augmenter cet objectif à 500 000, mais voilà, l'objectif européen est même que tous les jeunes puissent en bénéficier, mais on sait voilà, que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc je disais, il faut concrétiser ce socle européen des droits sociaux
pour moi, il faut définir des priorités d'action. Il y a une convergence dans les normes sociales. Donc, encore une fois, ça peut venir par la législation ou par des mesures de coordination. Il y a des propositions qui sont déjà sur la table. Je pense notamment à la directive sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle qui essaie d'établir au niveau européen un congé paternité, un congé parental. Mais il y a d'autres initiatives qui méritent réflexion dans ce cadre. Je pense par exemple à une proposition qui est venue de la France l'année dernière, mais qui aujourd'hui n'est pas vraiment retenue quand on parle du prochain cadre financier pluriannuel. L'idée d'avoir une conditionnalité, établir des normes de convergence sociale, des objectifs de convergence sociale liés à une conditionnalité financière, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un fonds européen, ça pourrait être le Fonds social européen, ou créer un nouvel instrument budgétaire dont les fonds seraient alloués selon pour aider les États membres à converger vers des objectifs fixés ensemble et à condition que les États membres fassent des efforts dans cette direction. En fait, au niveau budgétaire, dans ce qui est politique économique, on a des sanctions, donc des bâtons. Au niveau social, bien sûr, on ne peut pas avancer vers des sanctions si les États membres ne progressent pas vers cette convergence sociale, mais il faut avoir des carottes. C'est l'instrument qui pourra faire bouger les États. Au-delà de la convergence, les enjeux, juste 3 points, oui. La mobilité, les enjeux de mobilité, garantir une mobilité équitable, lever les barrières à cette mobilité, la reconnaissance des qualifications, la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la portabilité des droits, mais aussi le deuxième volet, lutter contre les abus, les fraudes, les situations illégales, garantir une mobilité équitable. Et j'ai vu tout à l'heure, il y avait mentionné le paquet justice sociale qui a été récemment proposé par la Commission. Ça inclut notamment une proposition pour créer une autorité européenne du travail dont un des objectifs, ce sera effectivement de garantir qu'on peut mieux lutter ensemble par une meilleure coordination entre les inspections nationales du travail contre les situations d'abus et de fraude qui se vérifient aujourd'hui, notamment dans le travail détaché, mais le travail souvent aussi non déclaré qui concerne les citoyens nationaux, mais aussi souvent les travailleurs européens. 2 derniers points, investissement vite, parce social. Il faut qu'on ait un petit peu de temps pour le débat. Investissement social, faire de l'investissement social une priorité pour l'UE, non seulement dans les fonds qui sont alloués par l'Europe, mais aussi dans les indications qui sont données par l'Europe. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des contraintes budgétaires, une règle budgétaire d'un déficit public limité à 3% du PIB, mais il ne faut pas que le respect de cette règle soit fait au détriment de l'investissement social, donc dans les coupes dans les dépenses d'éducation, de santé. Ce ne serait pas cohérent. Et le 4e objectif, l'anticipation des transitions. On a vu tout à l'heure l'ensemble des défis qui se posent, la mondialisation, la digitalisation, numérisation. Je pense qu'on aurait pu ajouter la transition énergétique. L'Europe a un rôle à jouer sur ces enjeux. Comme on disait, ça va avoir un impact sur le marché du travail. Il faut que l'UE puisse soutenir les États dans l'anticipation et la gestion de ces transitions. Merci, je m'excuse. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je crois qu'on pourrait parler des heures sur ce sujet, mais il faut qu'on ait un petit peu de temps pour le débat. Donc, 3e intervenant que je représente pour ceux qui n'étaient pas là au début, Christian Saint-Etienne, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM et conseiller de Paris, UDI. Vous dites que l'harmonisation est un préalable et non un substitut à la solidarité. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité ce matin. Donc la question clé pour moi, c'est la solidarité, pourquoi faire en réalité ? On peut parler de principe de solidarité, mais là, je ne sais pas si... Si, et il faut juste le mettre juste devant votre bouche, non, sans le détruire. Donc la question, c'est quel objectif pour la solidarité ? Or, aujourd'hui, je suis d'accord sur l'essentiel de ce qui a été dit par mes 2 prédécesseurs, mais je vais dire un certain nombre de choses désagréables maintenant sur l'Europe. La question, c'est est-ce que l'Europe existe vraiment sur le plan stratégique ? Voilà. Est-ce qu'on assiste à une différenciation politique et économique qui croît en Europe depuis une quinzaine d'années ? Il y a à la fois la divergence des performances économiques entre le nord et le sud de la zone euro et de manière plus générale entre le nord et le sud de l'Europe. Bon, c'est indélicat de le mentionner
dans les milieux européens, mais le niveau de vie de l'Espagne et de l'Italie par rapport à l'Allemagne a baissé de 15% depuis 10 ans. Même pour ce qui concerne la France, le niveau de vie de la France a baissé de 10% par rapport à l'Allemagne dans les 10 dernières années. Personne n'en parle parce que c'est indélicat d'en parler, mais c'est donc une réalité. On avait fait l'euro et on a construit l'Europe pour permettre la convergence. On assiste à une divergence massive. C'est cette divergence qui est l'explication fondamentale de l'arrivée, par exemple, des populistes au pouvoir en Espagne et en Italie, sans parler de l'Europe de l'Est. On a également une divergence croissante entre l'Est et l'Ouest sur les valeurs, avec la séparation entre les démocraties libérales et illibérales. Alors il ne faut pas exagérer cette divergence. Il faut juste rappeler aussi que le mot illibéral est un concept qui a été présenté par Orban lui-même. L'idée de Orban était de dire, quand nous sommes entrés dans l'Union européenne, nous avons accepté l'idée de liberté, mais nous n'acceptons pas l'individualisme sans limite. La réponse à cette question donnée par Orban et ses camarades des démocraties illibérales, c'est que pour protéger le peuple contre l'individualisme sans limite, il faut une autorité centrale et il se l'attribue à lui-même. Donc c'est le début de la sortie de la démocratie libérale. Néanmoins, comme d'autres avant lui, s'il apporte une mauvaise réponse, il pose néanmoins la bonne question. Donc, en fait, quand on regarde et qu'on suit les débats européens, comme je le fais depuis malheureusement plus de 30 ans, on a l'impression qu'on a des débats au sein d'une Europe en dentelle, dans un vide stratégique. Et donc, on discute de choses qui sont importantes en termes d'harmonisation, mais on passe à côté du problème central, qui est que depuis l'émergence, l'arrivée de la troisième révolution industrielle dans les années 1980, le monde est en fait en guerre stratégique. Donc, il y a eu 3 grandes révolutions industrielles qui ont changé l'histoire de l'humanité. On ne peut pas expliquer la régularité de ces révolutions, celle des années 1780 avec la vapeur, l'électricité dans les années 1780 pour la vapeur, 1880 pour l'électricité, 1980 pour l'informatique. Mais ces 3 révolutions ont totalement transformé l'histoire du monde. L'histoire du monde, comme on le connaît à peu près, comme on essaye de l'enseigner dans des maisons comme celle-ci, a commencé à peu près au XIIIe siècle avant notre ère, avec l'invention de l'alphabet. Donc notre histoire universelle commune a 33 siècles. Sur ces 33 siècles, on a eu 31 siècles de stagnation du niveau de vie et de l'espérance de vie. L'espérance de vie stagnait autour de 20 ans au cours de ces 31 siècles. Elle n'était encore que de 45 ans en 1900 à Paris. Donc elle a triplé au cours des 2 derniers siècles grâce aux révolutions industrielles. Les révolutions industrielles transforment totalement l'univers stratégique. Les révolutions industrielles ont pour effet de reclasser les nations entre elles. Si vous ratez une révolution industrielle, vous perdez votre rang dans l'échelle de distribution des richesses dans le monde et en termes de puissance. Et le petit problème de l'Europe, c'est qu'elle est en train de rater la 3e révolution industrielle. Nous sommes en train de passer à côté de la révolution digitale, qui est en fait réalisée par les Américains et les Chinois. Si vous pensez au monde des plateformes, aujourd'hui, toutes les grandes plateformes mondiales sont américaines ou chinoises. Il n'y en a aucune en Europe. Si en dessous des grandes plateformes mondiales, il y a les GAFAM américains et les BATHX chinois, si vous passez au niveau en dessous, vous regardez les licornes, plus de 80% des licornes mondiales en capitalisation sont américaines ou chinoises. Et si vous passez encore au niveau inférieur
des start-up qui se développent dans l'intelligence artificielle. Il y en a presque 4000 dans le monde. Sur les 4000, il y en a 2000 en Chine et aux États-Unis et moins de 400 en Europe continentale. Et d'ailleurs, il y en a 300 en Angleterre. Donc, quand le Royaume-Uni va nous quitter, on perd un élément clé de nos compétences dans ces nouvelles technologies. Donc, la chose la plus indélicate que je vais dire aujourd'hui, c'est que sur le plan stratégique, l'Europe n'existe pas. Dans un monde de plus en plus brutal, avec une Chine et des États-Unis, une Russie qui mène des politiques stratégiques extrêmement dures, avec une remilitarisation du monde, eh bien, on n'a pas une Europe, mais 28 nains européens qui sont en plus en train de divorcer, avec un qui se sépare des 27 autres. Donc c'est ça le problème central. Problème qui n'est jamais abordé au niveau européen ou de manière technique dans des commissions particulières, mais qui n'est pas du tout au cœur de la réflexion centrale de l'Union européenne. Nous sommes plutôt en train de diverger sur le plan économique, nous sommes en train de diverger sur le plan politique, il n'y a aucune unité stratégique. Donc c'est ça le problème central de l'Europe. Et dans ce contexte, quel rôle peut jouer l'harmonisation sociale et fiscale ? Effectivement, pour moi, c'est un préalable. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait une solidarité financière, bien sûr, pourquoi pas, mais également une solidarité par les valeurs, dont on voit qu'elle est en train de s'effriter en Europe, et encore moins une solidarité par le sang, si vous ne vivez pas tous dans les mêmes règles fiscales et sociales. C'est ce qui a manqué au traité de Rome de 1957, c'était le volet d'harmonisation fiscale et sociale. Alors il faut simplement se replonger à l'époque, dans cette époque. Le traité de Rome est négocié en 1956 par 6 pays qui ont à peu près à ce moment-là les mêmes structures fiscales et sociales. Et en plus, on est dans un monde totalement fermé. Donc il n'y a pas de notion de compétition stratégique. Il y a une compétition entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais il n'y a pas de compétition stratégique à l'intérieur de cette union qui se crée. Et comme on a les mêmes niveaux de vie et les mêmes organisations fiscales et sociales, on n'imagine pas qu'on va se faire une concurrence fiscale et sociale. Or, la réalité, c'est que la concurrence fiscale et sociale la plus violente sur la planète, elle est à l'intérieur de l'Union européenne. Nous ne sommes pas en compétition fiscale et sociale avec l'Inde ou la Chine, nous sommes en compétition fiscale et sociale à l'intérieur de l'Union européenne. La France et l'Allemagne, par exemple, avec l'Irlande, qui a un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5, avec la fiscalité des sociétés très spécifiques qu'on a aux Pays-Bas, et sans parler des règles particulières au Luxembourg, à Chypre, à Malte. Donc, dans ce contexte, il y a une réflexion stratégique à mener sur la question de la solidarité fiscale et sociale. Et comme ces matières sont très complexes et qu'on ne va pas rentrer dans les détails, la seule façon de le comprendre, la nécessité d'avancer de manière extrêmement déterminée dans ce domaine, c'est de faire le parallèle avec les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez 50 États qui donc, sont constitutifs des États-Unis d'Amérique. Ces 50 États, en dépit de tout ce que vous avez pu lire ou entendre, ces 50 États ont fondamentalement le même système fiscal et social. La fiscalité des entreprises et la fiscalité des particuliers aux États-Unis, elle est fédérale. On a eu une preuve récente. Trump a changé le taux d'impôt sur les sociétés. C'est une loi fédérale et les 50 États sont passés d'un taux d'impôt sur les sociétés 35% à 21%. Il y a un seul taux d'imposition sur les bénéfices entre les 50 États américains. L'impôt sur le revenu est fédéral. Et les principales dispositions sociales américaines sont fédérales.
On l'ignore ici, mais tous les Américains, 100% des Américains sont couverts par une retraite en répartition. On parle des fonds de pension américains, mais en réalité, ils ne concernent que les 40% d'Américains qui sont en mesure d'avoir une retraite en capitalisation qui complémente cette retraite en répartition. Mais les food stamps, qui est l'équivalent du RSA en France, qui touche plus de 40 millions d'Américains, c'est un système fédéral. Et donc il peut y avoir des dispositions des États locaux qui complémentent les dispositions fédérales, mais le cœur du système fiscal et social américain, il est fédéral. Est-ce qu'on peut imaginer que si l'Europe est menacée demain, on va aller et on va actionner la solidarité ultime, qui est la solidarité par le sang, pour défendre des pays qui, au quotidien aujourd'hui, dans la révolution digitale, comme Malte, Chypre, le Luxembourg ou d'autres, font une compétition fiscale qui menace l'existence même des autres pays? Il est clair que la réponse est non. Donc l'harmonisation sociale et fiscale est un préalable. Alors, les deux intervenants précédents ont montré les limites de ce qu'on peut attendre sur cette harmonisation fiscale et sociale. Mais néanmoins, c'est clé. Donc, effectivement, il y a l'harmonisation de la base de l'impôt sur les sociétés, qui est un projet européen depuis 20 ans, mais il faut un jour aller vers une harmonisation des taux. Alors, comment aller vers cette harmonisation? Il y a évidemment une suspicion majeure dans le nord de l'Europe, par exemple, surtout quand c'est des Français qui parlent d'harmonisation, sur l'idée qu'on voudrait harmoniser toute l'Europe sur le système fiscal et social français, qui de facto, en réalité, ne fonctionne pas. Nous avons la dépense publique la plus élevée de la zone euro, ce qui en soi n'est pas un problème, si ce n'est que nous n'arrivons pas à financer cette dépense publique, puisqu'on a un déficit récurrent depuis 50 ans. Et par ailleurs, cette dépense publique, elle est inefficace puisqu'elle ne réduit pas suffisamment les inégalités. Si nous avions 56 points de dépenses publiques, mais que dans le même temps, tous les enfants sortent à 18 ans ou à 20 ans de l'école en sachant lire, écrire et compter, en parlant 3 langues et en ayant toutes les compétences digitales pour le monde moderne, s'il n'y avait pas de chômage et pas d'insécurité, c'est un modèle pour lequel on peut voter et s'engager. Je serais favorable. Mais quand vous avez 56% de dépenses publiques et que vous avez 20% des gamins qui sortent de l'école à 18 ans sans savoir lire, écrire et compter, quand vous avez un taux de chômage des jeunes qui est le double des adultes, qui lui-même est le double du chômage en Europe du Nord, quand vous avez de l'insécurité sur le territoire, vous avez un modèle qui est en faillite. Donc personne, il n'est pas totalement en faillite, mais il est très très loin d'être efficace. Donc évidemment, personne ailleurs ne souhaite ce modèle. Donc comment aller vers une harmonisation fiscale et sociale dans ce contexte? La seule solution, c'est les minima fiscaux et sociaux. Donc la question, c'est une question stratégique à un moment donné, qu'il faudra poser, que personne n'ose poser. Mais en gros, cette question, c'est est-ce que finalement on doit mettre en place une armée européenne si dans le même temps on n'est pas capable de dire, par exemple, voilà, chacun met le taux d'impôt sur les sociétés au niveau où il veut, mais il y a un minimum qui est par exemple de 20%. Voilà. Tout le monde doit être au minimum à 20%. Si les Français veulent être à 30, ils mettent 30, mais c'est leur problème. Mais il y a un minimum qui est 20. Si un jour les Français sont plus raisonnables et mettent leur taux d'impôt sur les sociétés à 20, ils ne craindront pas que d'autres le mettent à 10. Donc c'est aussi la mise en place de minima de cette nature permettrait d'inciter les pays et de les faire entrer dans un processus de convergence vertueux. C'est la même chose pour les questions sociales.
On pourrait très bien, sans avoir le même salaire minimum au niveau de l'Europe, avoir la même règle de fixation du salaire minimum. Alors, il y a eu beaucoup d'études sur le salaire minimum. Approximativement, dans tous les pays où le salaire minimum existe, il est fixé entre 45% et 65% du salaire médian. On sait que quand il est fixé autour de 63-65% du salaire médian, il provoque du chômage assez significatif. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une productivité suffisante pour justifier ce niveau de salaire minimum. En revanche, quand le salaire minimum est à 45%, comme aux États-Unis, en Allemagne ou dans d'autres pays, il est insuffisant pour permettre une intégration sociale correcte. Donc on pourrait là aussi dire, au niveau européen, on exige un salaire minimum d'au moins 50% du salaire médian. Donc, le salaire médian est différent entre les pays, donc on n'aurait pas le salaire minimum, le même salaire minimum en Allemagne ou en Roumanie, mais on aurait un salaire minimum qui serait fixé, par exemple, dans un tunnel de 50 à 60% du salaire médian, et qui, là aussi, inciterait tous les pays à avoir un salaire minimum et de l'avoir au bon niveau pour faciliter l'intégration des personnes dans le monde du travail. Donc, si on ne va pas vers une intégration par des minima fiscaux et sociaux, comment pourra-t-on justifier la continuation de l'Europe alors même qu'on a une divergence sur les valeurs fondamentales et qu'il y a une divergence qui plus est qui se met en place sur le plan stratégique ? Non seulement le monde dans lequel nous sommes est marqué par cette troisième révolution industrielle qui s'accélère et qui est en train de changer la place des pays dans l'échelle des puissances, et on le verra de manière extrêmement forte dans moins de 10 ans, c'est déjà de plus en plus visible. Mais par ailleurs, on assiste à une divergence stratégique liée au combat entre la Chine et les États-Unis pour le leadership mondial. Combat dans lequel l'Europe est absente et elle n'est en fait en réalité que le champ de manœuvre aujourd'hui des Chinois et des Américains pour accélérer leur progression dans ce combat géostratégique mondial. Donc, la seule solution pour moi, celle pour laquelle je me bats depuis une quinzaine d'années, c'est à un moment donné de poser les questions désagréables au niveau européen. Soit on est prêt au niveau européen à mettre en place des minima fiscaux et sociaux qui fixent un cadre permettant une réelle convergence à terme sur le plan fiscal et social, soit à ce moment-là, il faut s'interroger sur la création à côté de l'Union européenne actuelle, qui doit garder ses fonctions centrales de support du marché unique et d'un minimum d'intégration politique. Et à côté de cette Union européenne, il faut impérativement construire un noyau dur de puissance d'une dizaine de nations qui seraient prêtes à s'accorder sur des minima fiscaux et sociaux, parce que c'est le préalable absolu. On ne peut pas imaginer que dans les guerres futures et même dans les guerres actuelles, là aussi c'est une autre question désagréable qu'on ne pose pas dans les cercles européens, mais aujourd'hui vous avez des soldats français qui meurent au Mali. Alors ce sera le sujet de la table ronde d'après. Oui, d'accord, mais c'est intimement lié à l'intégration fiscale et sociale. On ne peut pas avoir des soldats qui meurent au Mali alors que l'Allemagne a donné quelques moyens de support, mais a largement ignoré ce conflit, et dans le même temps avoir des exigences sur la façon dont les pays conduisent leur politique. Donc voilà, la question de l'intégration fiscale et sociale, ce n'est pas un élément d'une convergence, c'est le préalable, c'est un élément central
Si on n'arrive pas à le faire au sein de l'Union européenne à 27, il faudra le faire dans un noyau dur. Si on n'arrive pas à le faire dans un noyau dur, la compétition fiscale et sociale est en fait l'acide qui provoque la désintégration de l'Europe à laquelle on assiste. Donc si on veut être capable de reconstruire un acteur stratégique européen puissant, capable de s'imposer face à la Chine et aux États-Unis dans la révolution économique et stratégique en cours, eh bien la question de l'intégration fiscale et sociale est une question clé qui, par ailleurs, s'accompagne évidemment des deux autres ingrédients de la constitution d'un noyau dur stratégique, qui sont la mise en place d'un budget de ce noyau dur, qui n'a pas besoin d'être important, qui peut être de 2 à 3 points du PIB de ce noyau dur, mais qui doit servir à financer les capacités militaires de ce noyau dur, mais aussi les investissements massifs qu'il faut opérer dans le monde digital pour rattraper les États-Unis et la Chine tant qu'on peut le faire, et évidemment également un gouvernement économique préalable à un gouvernement stratégique. Donc l'Europe, pour moi, est à un tournant absolument décisif de son histoire. Alors, c'est une expression qu'on utilise, qui a déjà été utilisée à cette table depuis ce matin. L'Europe, en fait, a connu X tournants depuis 70 ans, mais cette fois, il est vital. Pourquoi ? Parce que nous sommes confrontés à ce combat stratégique décisif entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. Ce sont des chocs qui ont lieu quand on regarde l'histoire à la bredelle depuis 700 ans. Ce sont des chocs qui ont lieu tous les 100 à 200 ans. Donc nous sommes confrontés à ce choc extrêmement brutal. Et pour conclure, si vous imaginez le monde comme un grand échiquier, eh bien, la réalité stratégique du monde, c'est que vous avez des grandes boules en acier d'1 mètre de diamètre qui s'appellent sur cet échiquier la Chine, les États-Unis, la Russie. Et vous n'avez pas une boule européenne, vous avez 28 petites boules en bois européennes, dont une se sépare des 27 autres, et 27 petites boules en bois qui d'ailleurs mènent des politiques divergentes, puisque comme vous le savez, il y a un forum qui unit la Chine à une dizaine de pays d'Europe de l'Est qui se réunit régulièrement pour discuter des questions stratégiques dans le cadre de la Belt and Road Initiative. Et est-ce que vous imaginez qu'aux États-Unis, on pourrait avoir 10-15 États américains en train de discuter avec la Chine sans en référer au gouvernement fédéral? Donc voilà, nous sommes au bout du modèle de l'Europe en dentelle dans un monde stratégique vide, et il faut construire une Europe acteur stratégique puissant dans un monde qui est en guerre stratégique. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons un petit quart d'heure de questions. Je pense qu'on va prendre une première série. Enfin, je pense qu'on a la possibilité de prendre 2 séries, mais ce sont vraiment des questions et le plus court possible. Alors, il y a un micro là, si quelqu'un peut utiliser. Voilà. Madame, et après madame. Bonjour, c'est une question pour Monsieur Nicodème au sujet du projet. Présentez-vous peut-être. Je suis étudiante à Sciences Po, je prépare les concours administratifs. J'ai une question au sujet du projet Axis et du projet de taxation des GAFA qui menace justement et qui concurrence ce projet Axis. Je voulais avoir votre ressenti sur ce projet, parce que je crois qu'en fait le projet de taxation des GAFA serait vu comme un premier volet au projet de taxation des entreprises, enfin de consolidation des assiettes de l'impôt sur les sociétés, et qu'il fallait pour que ce projet soit mis en œuvre une définition plus aboutie des personnes physiques. Et donc justement, le gouvernement français voit le projet de taxation des GAFA comme un premier pas, mais celui-ci concurrence le projet Axis. Donc je voulais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut privilégier le projet Axis ou pas? Madame? Non, ah oui, d'accord, je n'avais pas vu que madame... Moi aussi, c'est une question pour vous. Je voulais savoir, comment se fait-il que l'Europe n'ait toujours pas fait le ménage en se débarrassant de ses propres paradis fiscaux, Liechtenstein, Luxembourg, la City et autres Vatican? Ça pourrait être un commencement d'harmonisation.
Madame. Non, attendez, il y avait madame là qui était... Je sais, une question et vous... Moi, c'est pas une question, c'est juste, je suis le maître des horloges en tant qu'organisateur de cet événement. Il faudrait que vous terminiez à 5, s'il y a encore 2 tables rondes derrière, pardon. Oui, non, mais j'avais eu l'information. Merci. Merci. J'avais 2 questions très concrètes. L'Europe n'est pas bonne en stratégie, mais elle est assez bonne en pragmatisme. Que pensez-vous de ce qui est en train de se dérouler sur 2 choses, c'est-à-dire la retraite et le chômage, en particulier assis sur les frontaliers? On a un problème, c'est comme le détachement, on a un problème, on le traite, c'est assez ce qui se passe et c'est concret. De la même façon, monsieur, la TVA, ça avance comment au niveau de l'Europe? Parce qu'on a une certaine homogénéité des taux et des produits. On va peut-être arriver à avoir quelque chose de commun et éviter le carrousel. Il n'y a que la Belgique qui s'en sort dans ce domaine. Merci. Alors, monsieur Nicodème. Je veux pas me... En 2 minutes, ça va être difficile. Hein, ça va être très compliqué. Première question, l'Axis et le digital, ce ne sont pas 2 mesures qui vont à l'encontre l'une de l'autre, mais au contraire qui se renforcent. Donc l'Axis, harmonisation des bases fiscales, des assiettes fiscales pour l'impôt des sociétés en Europe. Il y a une proposition qui a été mise sur la table fin 2016, si je ne m'abuse, et qui est discutée pour l'instant au Conseil de façon assez active. Et sur le digital, il y a une proposition au mois de mars de cette année. Et en fait, c'est 2 propositions qui ont été mises sur la table. La première, qui est une solution de long terme, qui est de dire qu'il faut changer cette problématique de la nécessité d'une présence physique et en fait changer la règle pour inclure la possibilité d'une présence digitale significative. Alors, il y a un certain nombre d'éléments et de critères qui sont proposés. Ce sont 2 propositions qui vont en parallèle, donc l'une peut être adoptée sans nécessairement que l'autre le soit, donc elles ont leur propre vie. En même temps, si on change les règles pour avoir une présence, disons, digitale significative, il est clair que ça doit être ensuite réintégré dans le corpus de l'Axis. Alors il y a une solution court terme, ce que vous appelez la taxe GAFA, j'aime pas le nom parce que ça pollue complètement le débat, on donne l'impression qu'on a envie d'imposer certaines entreprises. Cela, en fait, c'est une solution d'intérim, une solution, disons, de court terme, qui l'idée est... Alors, solution de court terme. Alors, deuxième question, les paradis fiscaux en Europe. Vous avez cité une longue liste de pays, tous ne font pas partie de l'Union européenne. Hein. Le Liechtenstein ne fait pas partie de l'Union européenne jusqu'à présent. 2 aspects. On a beaucoup progressé sur un certain nombre de points. Notamment, je voudrais rappeler un élément important qui est la liste européenne, cette fameuse, ce qu'on appelle la liste noire, liste grise, des juridictions extérieures qui ne respectaient pas un certain nombre de critères. Hein. Vous vous souvenez peut-être que l'année passée, on a quand même sorti une liste de pays et ce que je considère comme un succès, c'est qu'énormément de ces pays se sont engagés à faire des réformes. Et donc, on est en attente qu'elle délivre. Et là, on voit qu'il y a quand même de l'action qui a été faite. Au niveau de l'Europe, lorsqu'on regarde les critères de cette liste, l'ensemble de nos États membres respectent ces critères. D'accord ? Donc ça, c'est la Grande-Bretagne, pas vraiment. Mais si, les critères de la liste sont respectés par les États membres. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont dans certains États membres, qui peuvent être utilisés à mauvais escient, disons, par des entreprises pour pratiquer la concurrence fiscale. Et là, on a, dans le cadre du semestre européen, fait un certain nombre d'éléments de constatation et on espère que ça va déboucher sur un dialogue et sur des actions qui vont permettre de résoudre ces questions-là. Sur la TVA, la TVA, l'assiette est harmonisée au niveau européen. Il y a aussi, en tout cas jusque fin de l'année, il y avait un taux minimum de 15%, donc pour le taux standard. Et puis il y a un certain nombre de règles, si vous voulez, pour l'établissement des taux de TVA en Europe, qui sont assez, réglementés. Taux minimum de 15% pour le taux standard, taux minimum de 5% pour les taux réduits,
une liste au travers de laquelle on peut choisir les taux minimaux. Et puis il y a d'autres propositions qui sont faites pour essayer d'améliorer la situation, notamment ce que vous avez mentionné, le carrousel à la TVA. C'est pas minime, juste peut-être un point. Il y a ce qu'on appelle le gap à la TVA, c'est quand même 150 milliards d'euros en Europe de pertes fiscales qui n'est pas collectée. Il n'y a pas que de la fraude, il y a aussi des entreprises qui sont en banqueroute et qui du coup ne savent pas payer la TVA et cette TVA n'est pas collectée, mais ça reste quand même un sujet important au niveau de la politique fiscale en Europe. Alors un petit mot peut-être sur le cas précis des frontaliers. Oui, donc vous avez mentionné cette question des frontaliers. Je pense que vous faites référence à la révision du règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui est en cours au niveau européen, puisqu'effectivement aujourd'hui les travailleurs frontaliers donc qui habitent dans un pays, travaillent dans un autre, sont rattachés au système de sécurité sociale du pays où ils travaillent pour l'accès à la retraite, les allocations familiales, l'ensemble de prestations sociales, avec une exception, les prestations chômage. Donc ce travailleur, s'il se retrouve au chômage, sera indemnisé par son pays de résidence et pas le pays dans lequel il travaille. Et ce règlement vient changer cette règle, s'il est adopté, mais selon la proposition de la Commission. La Commission propose que les indemnités chômage soient versées par le pays où travaille ce travailleur. J'étais récemment à Annemasse, c'était un sujet qui est revenu sur la table. Il y avait des travailleurs frontaliers et des non frontaliers dans la salle. J'ai pu entendre un frontalier qui me disait mais c'est une situation complètement injuste parce qu'on peut comprendre que pour la France, il y a beaucoup de travailleurs frontaliers, ça fera économiser un peu d'argent au gouvernement. Mais en contrepartie, nous allons être perdants avec cette réforme parce que l'indemnité chômage est moins favorable aux travailleurs en Suisse parce qu'elle est moins longue en termes de durée. Et donc, on est perdant dans l'histoire. Et à côté de ça, il y avait un travailleur non frontalier qui disait oui, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut aujourd'hui, face à la montée des populismes, avoir un discours par rapport à nos concitoyens où on voit des travailleurs qui travaillent dans un autre pays, en l'occurrence c'est la Suisse, mais quand ils se retrouvent au chômage, ce n'est plus le problème de ce pays, c'est le problème du pays d'origine qui doit verser des allocations chômage sur la base du salaire qui était versé dans le pays où ce travailleur travaillait, et donc des indemnités qui seront beaucoup plus élevées que si ce travailleur avait travaillé en France. Et donc il disait, voilà, c'est une question aussi de justice sociale. C'est dans ce pays que le travailleur verse ses cotisations sociales, c'est ce pays qui doit indemniser le travailleur et l'accompagner vers l'emploi s'il se retrouve en situation de chômage. Donc à moi, à titre personnel, ça me semble une question d'équité sociale. Les travailleurs sont dans un pays, ils y travaillent. Quand ils se retrouvent au chômage, ils ont les indemnités de ce pays et ils ont l'accompagnement vers l'emploi qui est fait par ce pays, même en coordination, c'est ce qui est prévu avec, dans le cas de la France, l'agence Pôle emploi dans le pays de résidence. Mais ça responsabilise aussi ce pays parce qu'aujourd'hui, sinon, ce qu'on voit, c'est qu'un travailleur en Suisse ou au Luxembourg, tant qu'il travaille, c'est un gain pour ces pays. Mais quand ils se retrouvent au chômage, ce n'est pas un problème pour eux, mais c'est un problème pour le pays de résidence. Donc il y a une certaine injustice dans ce système et donc les règles européennes devraient changer dans ce sens. J'ai juste un mot. Oui. Juste un mot rapide pour dire simplement qu'effectivement, sur l'AXIS, on a un peu progressé sur l'harmonisation, mais c'est un sujet depuis 30 ans. Et sur ce que vous appelez la taxe GAFA, et vous avez raison de dire que la question réelle, c'est la modification de la règle de présence digitale, mais c'est complètement bloqué par les 5 micro-États qui bénéficient de cette situation, puisque, pour faire simple, si vous êtes si Malte ou Chypre taxe les GAFA à 1%, quand c'est à 30% en France, ils vont mettre leur profit dans ce pays-là, alors qu'en termes de présence digitale, ils ont leur gain en France ou en Allemagne. Donc effectivement, la question de la présence digitale est clé. Et toujours sur cette question pour faciliter, si on l'appelle toujours la taxe GAFA, c'est une proposition de la France. L'Allemagne était d'accord au début et l'Allemagne est en train de traîner les pieds actuellement, donc il n'y a pas de progrès. Donc on est toujours dans cette même situation. Ça résulte de ce que M. Nicomède a justement rappelé tout à l'heure, qui est que la question de la fiscalité reste un des seuls domaines de décision à l'unanimité.
Je rappelle que c'est un point qui avait été obtenu par les Anglais dans le traité de Maastricht. Les Anglais, dans la négociation du traité de Maastricht en 91, avaient une idée extrêmement claire et ils avaient tout fait pour qu'on maintienne l'unanimité fiscale. Et dans leur esprit, c'était un moyen de se protéger contre les délires pour eux, tels qu'ils les imaginent, de l'Europe, mais c'était aussi certainement ils avaient déjà conçu cela comme un biais pour accroître les divergences au sein de l'Europe. Merci. Ah non, on ne peut plus prendre de questions. Non, malheureusement, il n'y a eu que les femmes qui ont eu le droit aux questions aujourd'hui dans cette table ronde. Voilà. Non, je voudrais, avant de céder la place à la table ronde d'après, vous conseiller de lire ce livre qui va sortir le 18 octobre, dont j'ai eu les épreuves non corrigées. Ça s'appelle « Quand l'Europe improvise », de Luc Van Middelaar, qui était celui qui faisait les discours d'abord de Van Rompuy et après de Donald Tusk. C'est intéressant. Ça se lit comme un roman.